Oh, merci beaucoup, c'était excellent, comme d'habitude. Mais dites-moi, pour le dessert, je souhaiterais me faire un petit plaisir et pourquoi pas l'accompagner d'une coupe de champagne. Très bien monsieur, lequel désirez-vous? Waouh, le choix qu'il y a! D'ailleurs, Alex, tu as une idée de comment on fait du champagne et comment ils finissent par tous arriver à nos tables? Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, je vais vous parler et présenter Age of Champagne, un jeu qui arrive très prochainement sur Kickstarter, créé par des passionnés de jeux, forcément, et de champagne. Il s'agit de Christophe Pouet, Franck Rubarbe et Cyril Lefranc. Alors, j'en profite pour les remercier de m'avoir fait confiance et parvenir une boîte de leur petit protégé. Alors, pour répondre à la question posée, je pense que cette boîte me paraît tout indiquée. Mais avant d'aller plus loin, comme tout petit créateur de contenu, chaque abonné et abonnement reste la meilleure source de motivation possible. Alors je compte sur toi! Alors, comment le champagne est fabriqué et comment arrive-t-il jusqu'à notre table? Laissez-moi vous raconter une histoire. J'ai un ami qui a hérité d'une entreprise familiale assez modeste qui fabrique du champagne. Bah oui, ça serait sans intérêt sinon. Il décide de tout plaquer et de rendre cet héritage encore plus prestigieux que ses concurrents. Il devient le chef d'une entreprise de 3 ouvriers qui devront accomplir une tâche annuelle spécifique. Malgré cette acquisition, il ne peut pas tout garder et a dû faire des choix draconiens à travers une draft pour finalement devoir garder 3 équipements. Celui qui a l'héritage avec le plus d'étoiles, considéré comme le plus faible, commence la partie. Pour réussir son objectif, il se donne 10 ans, représentés par ses cartes événements tirées au hasard qui agiront comme un compte-tour. Lors de la mise en place, les vignes sont divisées en fonction du nombre de joueurs et disposées face visible. La ligne du bas propose les vignes disponibles et la ligne du haut présente les vignes à venir. On peut donc anticiper ces acquisitions. Au début, mon ami a commencé par faire le tour de sa propriété. Il dispose au départ de vignes ou non. Ici, il a hérité d'une vigne située dans la vallée de la Marne, plus exactement à Tréloux-sur-Marne, qui produit 3 quantités de raisins meuniers. Il a aussi un pressoir très important pour transformer les raisins en jus. Celui-ci est de niveau 8, lui permettant de presser 8 quantités de raisins. Si celui-ci est trop petit, des raisins devront rester sur les pieds de vigne, ce qui serait une énorme perte. Une fois pressé, le raisin va dans la cuverie, grande pièce composée de gigantesques tonneaux. On commence toujours avec au moins une cuverie de 3 tonneaux. Chaque tonneau peut contenir une quantité de raisin. Après cette étape vient le plus important, la mise en bouteille. Ici, on va pouvoir mélanger notre récolte pour en faire des champagnes de prestige. Il est possible d'en réaliser 3 grandes sortes. Les blancs de blanc, issus de 3 tonneaux de raisin blanc. Les blancs de noir, issus d'au moins 2 tonneaux de raisin noir et un autre choix. Les bruts de tradition qui sont des champagnes issus d'au moins une vigne particulière où les mélanges sont fins et donnent un caractère particulier au champagne d'une saison à une autre. Et ça tombe bien, notre ami en possède déjà une. Pour ce faire, les mises en bouteille et les mélanges consomment beaucoup de raisins à raison de 1 pour 3. Cette étape témoigne parfaitement de l'énorme quantité de matières premières nécessaires avant d'arriver à notre millésime. Une fois notre champagne en bouteille, on va pouvoir l'expédier en France, en Europe ou à l'international en répondant à des cahiers de commandes spécifiques. Ou alors faire des opérations marketing et gagner des prix pour ajouter du prestige dans chacune de nos ventes.
Ceci dit, attention au transport et à son impact écologique, car oui, l'empreinte carbone fera partie du jeu, identifiée via cette colonne à ne pas négliger. Cet impact écologique pourra être optimisé via l'amélioration de votre pressoir, cuverie, mise en bouteille et par le choix de vos accords commerciaux. Pour l'expédition de marchandises, c'est ici qu'il faudra envoyer votre ouvrier. Chaque cercle est une place disponible avec des bonus et malus intégrés. En effet, la vente est une excellente façon de gagner en prestige. La bataille économique sera rude. Les premiers accords commerciaux seront récompensés par vos acheteurs via les jetons capsules qui représentent le fruit de votre prise de risque et des liens que vous avez tissés avec vos acheteurs. Les positions supérieures donneront accès au marché de cette rivière de cartes et vous pourrez en sélectionner chacun son tour en fonction de l'ordre de tour jusqu'à 2. Les positions inférieures ne donnent accès qu'à un marché, mais parmi les 2 rivières de cartes. Pour les opérations marketing, c'est ici qu'il faudra se positionner. Peu de place et surtout demande 2 ans de travail complet d'un ouvrier avant d'en voir le résultat. Ça paye fort, mais il faut être patient. Seulement 3 bouteilles maximum pourront être mises au coffre pour les jurys la première année, avant de se voir attribuer à nos champagnes la seconde année des récompenses qui ajouteront du prestige pour chaque vente de ce type de champagne. En effet, chaque fois qu'on va vendre du blanc de blanc, chaque bouteille rapportera 2 points de prestige supplémentaires. Par exemple, pour ce marché, vous allez pouvoir gagner 4 points de prestige plus 2. En effet, vous venez de vendre une bouteille de blanc qui rapporte 2 points de prestige supplémentaires, soit un total de 6 points de prestige, sans impact économique. C'est juste énorme. Pour répondre à la commande de Santiago, ici vous allez devoir tout envoyer par avion. Donc déjà, point de vue écologique, vous allez perdre 2 points. Ceci dit, vous allez marquer 10 points plus 2 car vous vendez 2 bouteilles de blanc pour un total du coup de 14 points de prestige. C'est juste épique. À la fin de l'année, mon ami va récolter ses vignes. La récolte sera directement pressée et mise en fût. Il devra faire attention à ses capacités de presse et de stockage. Arrive enfin le conseil des pairs, où un ouvrier délégué par sa boîte peut aller plaider pour son entreprise et obtenir la place de premier joueur l'année qui suivra, car l'ordre du tour est important. Et on recommence pour l'année suivante. Au bout de 10 ans, on fait le bilan en fonction des différentes vignes acquises, de la quantité de mêmes vignes, des bouteilles en cave, des raisins en cuverie et de l'effort écologique présenté. Il existe aussi un revendeur de bouteilles qui, lui, colle sa propre étiquette marketing pour revendre très rapidement et férocement. C'est l'automa proposé dans le jeu. On dirait pas, hein, mais après cette brève histoire, vous savez comment fonctionne le marché du champagne et surtout, vous savez jouer à Age of Champagne. Maintenant, pourquoi participer à la campagne Kickstarter d'Age of Champagne ? Déjà parce que ce sont des passionnés français, ensuite parce que ce sont des petits créateurs qui n'ont pas forcément d'autres moyens pour exister que les campagnes de financement participatif, pour le thème exotique et pour son titre évocateur Age of Champagne, enfin pour le contenu exclusif de la boîte Kickstarter et pour toutes les surprises positives qui vont s'ajouter à tout ça. C'est bien beau tout ça, mais le jeu alors ? J'y viens. Déjà, pour qui ce jeu ne conviendra pas forcément. Les joueurs qui ne jurent que par les land crawlers, les dungeon crawlers, les deck building, les coops et les jeux narratifs. Là, vous pouvez poser la boîte, ce jeu n'est pas pour vous. Age of Champagne a tout d'un jeu expert qui entre dans une catégorie de jeu avec des règles abordables, sans retour dans le livret, mais qui va vous presser le cerveau. La thématique est le cœur du jeu et de son gameplay. Ils sont directement liés et indissociables, ce qui est très fort pour un Eurogame. On n'a pas de thème plaqué.
Je compléterai en disant que le jeu tourne autour de la création d'un moteur de jeu dont la courbe d'apprentissage est rapide, idéal pour le proposer à des initiés comme des plus novices. Il est même possible de proposer l'automa pour apprendre le jeu plus facilement. Sans parler en détail du matériel, la réalisation du plateau joueur et du plateau principal est très bien pensée et il le sera encore plus par la suite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il aide à comprendre les règles, à les assimiler et à voir les subtilités du jeu. Je pense notamment au système de collection des cartes vignes, où dans cette partie du plateau joueur est indiqué le nombre de cartes vignes disponibles par famille et quel type de raisin elles produisent. Le hasard en vient limiter, c'est exactement ce que l'on peut attendre d'un Eurogame. La durée des parties est correcte à raison de 45 minutes par joueur maximum. Enfin, l'ensemble du jeu permet de pouvoir moduler la difficulté et la durée des parties. Après tout, pourquoi pas faire une partie sur 7, 10, 12 ou pourquoi pas même 16 ans. En attendant, si vous souhaitez en apprendre plus sur le gameplay, je vous invite à découvrir prochainement sur la chaîne des parties contre l'automa. Avec tout ça, je vais m'en attaquer une. Deux parties bien sûr, deux parties.